Merci à vous d'être présent ce soir sur l'audition du groupe d'études jeux vidéo, une nouvelle audition. Donc je suis ce soir avec le SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Ce que je vous propose éventuellement pour commencer, c'est de vous présenter qui vous êtes et puis aussi quelle est l'action au quotidien du SNJV. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir justement le jeu vidéo? Alors très rapidement, donc moi je suis Eren Sarviladze, je suis le jour je dirige un studio de jeux vidéo qui s'appelle Celsius Online et la nuit j'aide au SNJV, voilà, enfin, de façon bénévole parce qu'au sein du conseil d'administration on est tous des gens qui bénévolement essayons de plaider la cause du jeu vidéo, notamment dans les médias et auprès de responsables politiques comme vous qui ont une oreille attentive. Et très rapidement, je crois que le syndicat national du jeu vidéo, enfin sa création en tout cas, est indissociable de la crise qu'on a connue, qu'a connue le secteur dans les années 2000. L'idée globalement, c'est qu'on est en France une terre de jeux vidéo. Dans les années 80-90, il y avait vraiment une French touch, il y avait vraiment quelque chose qui exportait bien à l'étranger, qui artistiquement était extrêmement intéressant. Dans les années 2000, on a eu des problèmes. Bon, c'est multifactoriel, on pourra peut-être rentrer après dans le détail, mais globalement, il y a eu effectivement l'explosion de la bulle Internet, ce genre de choses. Et puis, on a eu entre autres un dumping sauvage, vraiment une agression économique de certains pays, comme le Canada, qui déjà avait des impôts et des taxes qui étaient moins élevés que les impôts et les taxes françaises, et donc qui a mis en place un crédit d'impôt très compétitif et très agressif. Et donc en 2000, il y a à peu près 10 ans, je crois qu'il devait y avoir à peu près, je me tourne vers toi Julien pour la précision, d'à peu près 1500, 1600 ou 1700 emplois dans le jeu vidéo. Il n'y avait plus que 1600 ou 1700, il y a 10-12 ans. Donc quand le SNJV s'est créé, l'idée c'était vraiment d'abord comment faire pour sauver la partie, pour enclencher une deuxième vie. Je ne sais pas quelle métaphore idéologique il faudrait invoquer, mais c'était vraiment ça l'idée. Voilà. Vous parlez des 1700 emplois, mais au pic le plus haut, c'était à combien avant cette chute? On était autour de 5000 emplois à peu près, et on a perdu énormément d'emplois à cette période-là, tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu une crise, comme évoquait Levan, qui fait qu'un certain nombre d'entreprises ont malheureusement disparu, de par une activité qui n'existait plus, les changements de console, les changements de paradigme économique, et puis effectivement, de par l'attractivité du Québec dans un premier temps, puis ensuite de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Donc 3 États canadiens qui se sont finalement livrés bataille sur une attractivité extrêmement féroce. Québec ayant une particularité, c'est qu'il y a une francophonie à défendre, et donc effectivement les talents français étaient particulièrement chassés dans ce contexte international. Donc nous, on a très rapidement réagi. Quand je dis nous, ce sont les dirigeants de studios de développement à l'époque, qui étaient il faut se remettre dans l'époque, c'était les années 2000. Donc on parlait à l'époque de jeux plutôt physiques, sur support physique, de studios AAA voire AA, éventuellement des studios qui développaient sur console portable, sur PC. Et ces dirigeants, fermement ancrés dans la conviction que la France devait rester une terre de production de jeux vidéo, ont décidé de se réunir et d'aller sensibiliser les pouvoirs publics, d'aller porter la bonne parole. Et c'est comme ça qu'est né le syndicat national du jeu vidéo. C'est dans la transformation de cette dynamique qui était une dynamique au départ assez informelle de sensibilisation et avec un objectif très clair qui était de résorber le déficit de concurrence qu'avait la France vis-à-vis du Québec, vis-à-vis du Canada aussi au sens large. Et donc le premier élément, premier dénominateur de tous ces studios, de tous ces entrepreneurs, ça a été de défendre la création d'un crédit d'impôt. Crédit d'impôt qui est arrivé ensuite en 2008. Après quelques atermoiements législatifs, puisqu'il y a eu effectivement, dans un premier temps, un rejet, et puis dans un second temps, une adoption du dispositif, et c'est ce qui a lancé finalement la dynamique derrière de, on va dire, préservation de l'emploi et de création d'emplois nets dans l'industrie. Sur la notion de crédit d'impôt, j'aimerais s'il vous plaît que vous reveniez sur deux points. Le premier point, c'est la notion de concurrence. Pourquoi il est important aujourd'hui, selon vous, que la France dote d'outils contre la concurrence d'autres pays. Et le second point que je voulais voir avec vous, c'est si vous pouvez présenter l'évolution du crédit d'impôt dans le temps, puisque je crois que le crédit d'impôt tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas celui qui a été créé initialement. Alors, pourquoi il y a besoin d'un dispositif comme celui-là? On pourrait se poser la question effectivement, puisque la filière aujourd'hui elle est en croissance. C'est une filière qui a une croissance au niveau de la création de valeur économique autour de 20% par an.
Donc c'est effectivement une filière qui se porte plutôt bien, mais il y a une vraie fragilité des entreprises, et surtout c'est une filière qui est dans une compétition internationale. C'est-à-dire que les concurrents des entreprises, qu'elles soient d'ailleurs situées à Paris ou en province, aujourd'hui ne se fait pas sur le territoire national, elle se fait partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui plus de 80% de la production des entreprises françaises est exportée. Donc aujourd'hui, quand on s'implante dans un pays, quand on développe son activité dans un pays, l'un des facteurs de compétitivité de l'entreprise, c'est sa localisation, très clairement. Donc dès lors qu'on choisit de s'installer en France, on choisit de s'installer pour différentes raisons, parce qu'on a des talents français, parce qu'il y a des bonnes écoles de formation, parce qu'il y a un tissu économique qui est dynamique, mais aussi parce que compétitivement, on est aussi attractif que d'autres pays, et donc on est capable de réaliser des jeux de bonne qualité, à des coûts intéressants, qui permettent ensuite d'aller voir des éditeurs et de signer des contrats de publication, d'édition avec eux, et puis on est capable d'être dans un contexte international. Donc tous ces éléments de politique publique finalement et de soutien et d'incitation, on va dire, fiscale ou sociale ou économique, sont des éléments qui déterminent l'implantation d'une entreprise sur un territoire. Pour donner un élément d'actualité qui est important, on est dans un contexte de Brexit. On voit depuis quelques mois des entreprises étrangères dont les sièges sociaux sont basés pour l'Europe en Angleterre, commencer à se tourner vers la France, et des entreprises de taille très importante pour regarder définitivement vers la France pour voir si c'est un pays vers lequel elles peuvent s'implanter durablement. Et on a des signaux très favorables. Si je puis me permettre, c'est que vous avez mentionné la nécessité ou pas de protéger les entreprises de la concurrence. Et bien sûr, l'idée n'est pas de protéger les entreprises de la concurrence. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'on doit embrasser, et les entreprises françaises sont parfaitement taillées pour se battre dans la concurrence internationale. Il ne s'agit pas, par un mécanisme de type crédit d'impôt, d'avoir une démarche qui serait protectionniste et qui consisterait à mettre les entreprises à l'abri de ce que le général de Gaulle appelait le vent salubre de la concurrence. Bien au contraire. Il s'agit juste de ne pas être naïf et de ne pas avoir des boulets aux pieds. C'est-à-dire de ne pas se dire, si tout simplement, aujourd'hui, quand on fait un jeu, le marché il est d'emblée mondial. On ne fait pas un jeu en France pour des Français. Même pas pour des Européens d'ailleurs. On fait vraiment un jeu dans le marché international, et de façon réciproque, que sur un téléphone, sur une console ou n'importe quoi, le consommateur peut télécharger, et il le souhaite d'ailleurs, peut télécharger des jeux qui viennent de tout le monde, qui ont parfois été fabriqués à Singapour, au Japon, en Chine, dans des pays africains, c'est quelque chose qui commence aussi, en Russie, enfin voilà. L'idée donc c'est de se dire, à partir du moment où il y a une concurrence absolument internationale, si jamais on a une concurrence qui est déloyale, une concurrence qu'on ne peut pas résorber juste par la qualité de nos productions, eh bien, dans ce cas-là, on est naïf si on ne réagit pas. Voilà, c'est ce que les gouvernements français, d'ailleurs de droite comme de gauche, il faut le souligner, avec des majorités de droite comme de gauche, ont fait avec le crédit d'impôt jeux vidéo. Mais ce n'est pas du tout une image protectionniste. Il ne s'agit pas du tout de nier la concurrence ou de vouloir agir contre. L'objectif, c'est d'être dans une compétition saine avec le même type d'imposition. Exactement. Et puis surtout, il y a d'autres pays européens aujourd'hui qui embrayent le pas de la France. Bon, on peut citer l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui s'est doté effectivement d'un dispositif il y a quelques années, et puis d'autres pays qui y réfléchissent. Donc à terme, il est évident que ça sera une dimension européenne, face à d'autres pays qui aujourd'hui fournissent aussi leurs armes pour attirer les talents partout sur la planète, parce qu'il y a des talents et des richesses créatives absolument partout. La chance qu'on a en France, et c'est ce qui a aussi permis dans un contexte de forte concurrence internationale de maintenir nos équipes de production, c'est qu'on a aussi des écoles de formation qui sont reconnues à travers le monde. On peut citer les écoles de formation traditionnelles sur les métiers scientifiques et techniques, les écoles d'ingénieurs notamment, en matière artistique, en matière de management, mais aussi des écoles spécialisées qui sont réunies d'ailleurs dans une organisation qu'on a créée qui s'appelle le Réseau des écoles du jeu vidéo, et qui sont une quinzaine d'écoles parmi les écoles les meilleures en France, qui forment tous ces talents qui ensuite sont employés dans nos équipes de production, dans nos entreprises en France, mais aussi partout dans le monde. Donc il y a une circulation des talents qui est telle qu'il faut absolument avoir les mêmes armes que nos concurrents pour pouvoir se battre. Donc ça c'est le premier point de votre question. Et le deuxième point sur l'évolution, c'est une évolution qui s'est faite en plusieurs étapes. D'abord la constitution de ce dispositif qui a été faite à une époque où les jeux vidéo répondaient à une forme on va dire d'interactivité qui était effectivement voulue par les studios, les créateurs de ce dispositif, et puis répondait aussi à des critères d'appréciation qui étaient plutôt, on va dire, audiovisuels et cinématographiques.
donc avec une interactivité plutôt narrative, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des critères de sélection qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont effectivement calqués sur un certain nombre de critères issus du monde du cinéma et de l'audiovisuel. Ensuite, on a eu une première évolution en 2015 qui a été finalement d'abord une confirmation de la pertinence de dispositifs avec des études qui ont été menées notamment par le CNC qui ont montré qu'effectivement pour 1 euro de fiscalité, d'économie fiscale pour les studios qui bénéficiaient du crédit d'impôt, l'État percevait 1,8 euros de revenus, donc en dépenses fiscales diverses et variées. C'était plutôt un élément positif qui montrait la pertinence, qui montrait aussi la capacité à maintenir l'emploi et puis progressivement à avoir des retours à l'emploi. Et lors de cette première réforme du crédit d'impôt, le souhait a été d'abaisser finalement le seuil d'éligibilité du dispositif pour rendre éligible à un plus grand nombre d'entreprises. Donc on est effectivement passé à un seuil qui est aujourd'hui un seuil de 100 000 euros de budget de production, donc qui reste relativement modeste. Après, il y a eu des ajustements, on va dire, qui sont un peu plus des ajustements techniques, notamment un ajustement sur les jeux qu'on dit être des jeux réservés à un public, on va dire, averti. Donc on a aujourd'hui des critères qui permettent, tout en acceptant ce qu'on appelle les jeux 18+, c'est-à-dire les jeux pour un public adulte, d'exclure les jeux évidemment avec des scènes à caractère pornographique, et aussi des jeux qui comportent des scènes d'extrême violence. Donc il y a eu un vrai travail technique qui a été fait en 2015 de façon à garder un dispositif sélectif qui soit un dispositif qui accueille finalement le maximum de jeux vidéo répondant aux critères posés. Deuxième et dernière évolution, c'est une évolution plus récente, donc 2017, avec un dispositif qui est passé donc, à un taux de 30%. Et ça répondait en cela à ce qu'on vient d'évoquer juste avant, c'est-à-dire la nécessité d'avoir exactement les mêmes dispositifs, puisqu'au Canada, on est à un dispositif de 37,5%, donc 20% versus 37,5%, on était à la moitié. Donc là, on est revenu à un dispositif qui est extrêmement attractif, puisqu'on est à 30%. Donc on a le meilleur dispositif maintenant en Europe, puisque les Anglais, eux, ont un dispositif qui est de 25% sur les dépenses de création. Et on a eu d'autres ajustements, notamment sur l'éligibilité de dépenses européennes, puisque nos entreprises font de plus en plus appel à des spécialistes en matière de création de jeux vidéo. Donc on va aller chercher qui fait des effets spéciaux, qui fait du texturing, qui fait du chara-design, etc. partout en Europe. Et donc la nécessité d'aller chercher ces compétences autour des studios, donc de travailler aussi avec d'autres pays européens. Et puis l'augmentation finalement du budget global éligible pour les productions, de façon à permettre à des productions de plus grosse importance, puisque c'est la tendance aussi sur les très gros jeux, de pouvoir être conçus en France. Et sur ce budget global, le Canada, qui est le principal concurrent, a pareillement un budget global ou il n'y a pas de limite? Non, alors ils sont aujourd'hui, ça porte sur les charges des jeux, et donc aujourd'hui c'est effectivement un dispositif qui est beaucoup plus simple dans la façon dont il est conçu. Il n'est pas automatique pour autant, il y a un certain nombre de démarches à réaliser, mais il est effectivement beaucoup plus simple dans son acceptation. On va dire que les limites du dispositif français sont fixées par la Commission européenne, évidemment, puisqu'on est dans le cadre des aides d'État réglementées. Néanmoins, on a aujourd'hui des discussions pour éventuellement, non seulement effectivement continuer d'avoir un dispositif aussi dynamique, mais également de pouvoir finalement avoir un dispositif qui cadre encore plus avec ce qu'est la réalité du jeu vidéo, c'est-à-dire son interactivité, et de sortir peut-être de certains critères qui ont été fixés à une époque où effectivement les jeux vidéo ne ressemblaient pas forcément à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc il y a aussi des enjeux autour de ces critères, ce qu'on appelle communément le test culturel, qui est un mot technique qu'on emploie, mais qui est cette fameuse grille d'analyse que doivent remplir les studios pour savoir si leur jeu va être éligible ou non au dispositif. Et le fait que ce soit éligible ou pas, c'est un organisme, c'est le CNC, si je ne me trompe pas, qui justement vérifie l'éligibilité de l'ensemble des jeux qui postulent à avoir un crédit d'impôt. Exactement, c'est une commission de fonctionnaires du CNC et de la DGE, qui donc analyse à la fois l'éligibilité par rapport aux critères et puis un certain nombre d'éléments financiers. Ils délivrent un agrément provisoire et ensuite, au bout de 36 mois, les entreprises doivent déposer une demande d'agrément définitif. Et donc, c'est l'administration fiscale qui va valider l'adéquation entre ce qui avait été proposé 36 mois auparavant et ce qui est livré 36 mois plus tard. Voilà, donc c'est un dispositif qui est vraiment accordé en 2 temps,
avec un vrai monitoring finalement de l'administration, à la fois de l'administration fiscale et des administrations compétentes sur, on va dire, le contenu, l'analyse du contenu des GE. Après, vous savez aussi que les budgets de l'État sont de plus en plus contraints. On est obligé de faire des économies afin de pouvoir tenir le budget de la France. Demain, si on était amené à réduire le crédit d'impôt jeux vidéo ou même à le supprimer, quels seraient les impacts selon vous pour la filière? Alors, il y aurait deux types d'impacts, mais il faut aussi souligner quand même que, ça a déjà été mentionné par Julien, il y a eu 2 études qui ont été réalisées sur le crédit d'impôt jeux vidéo. Une étude indépendante qui a été menée par un cabinet de conseil qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, c'est ça. Et une deuxième qui a été faite par le CNC, donc avec des modes opératoires qui sont distincts, et enfin, les deux ne puissent pas aux mêmes sources exactement. Et à chaque fois, effectivement, dans ces 2 études, on remarque que, il est montré que pour 1 euro engagé, comme dépense fiscale au niveau du crédit d'impôt jeux vidéo, il y a strictement plus d'1 euro qui est récupéré par l'État. Le CNC disait 1,08 €, je crois. L'étude de Pricewaterhousecoopers, je pense 1,06 € ou 1,07 € aussi. Enfin, bref, il y a encore sans prendre en compte les surcroît de charges, de cotisations sociales. Donc ce serait probablement contre-productif, même pour le budget de l'État, d'avoir cette approche un petit peu strictement comptable, même si évidemment, comme vous le dites, c'est important d'avoir une approche comptable pour les budgets de l'État. Au niveau de la filière, ce serait effectivement quelque chose qui serait extrêmement complexe à gérer, parce que les productions, quand on investit aujourd'hui dans les productions, ce sont des productions qui durent environ 2-3 ans, voire plus. C'est-à-dire, c'est le problème parfois pour le crédit d'impôt jeux vidéo, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc l'impact, il serait tout de suite sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on serait tout de suite sur le dur, parce que la plupart des charges des studios, ce sont des charges de personnel. Donc on aurait des suppressions de postes, et on aurait aussi la tentation de serrer les salaires. Enfin, parfois les studios seraient contraints, et parfois quand ils sont en mauvaise santé économique, c'est ce qu'ils font. Ce qui serait évidemment une très mauvaise solution. Parce que les talents, les bons programmeurs, les bons animateurs, les bons scénaristes, eh bien, s'ils ont des offres, parfois ils ont des offres des États-Unis, du Canada, pas que du Canada, vraiment les États-Unis, l'Angleterre, parfois l'Allemagne également, s'ils ont des offres plus compétitives, on va avoir une fuite des talents. Et quand on a une fuite des talents comme ça, c'est pas juste des entreprises qui sont. C'est déjà embêtant quand elles sont attaquées, mais quand on a des gens qui partent de France, après pour les faire revenir, c'est compliqué. Quand ils ont après fondé une famille, quand ils ont un projet professionnel en dehors de France, et on le sait bien, Londres aujourd'hui c'est une grande ville française. C'est à la taille, si on prend la population, les chiffres sont connus, mais si on prend la population des Français à Londres, ça reste, Londres est une très grande ville française. C'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour la nation et pour le pays de façon générale. Donc ce serait à mon avis une catastrophe, non seulement sur le court terme, mais également de façon plus embêtante sur le long terme. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas juste de protéger les emplois. Aujourd'hui, le jeu vidéo en France a à peu près 6500 emplois directs en production. Si on regarde également l'édition et les métiers connexes, on est à peu près à 15 000. Certains disent 25 000 si on prend en compte tous les emplois induits. Bon, je ne m'engage pas sur ce chiffre, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ces ordres de grandeur sont assez faibles. 6 000, 15 000, 25 000, c'est une petite industrie. Il ne s'agit pas tellement de protéger ces emplois-là. Il s'agit de voir ce qu'on pourrait avoir dans 10 ans. Aujourd'hui, si vous vous baladez dans la ville de Montréal, je parle juste de la ville de Montréal. Dans la ville de Montréal, il y a à peu près 15 000 emplois directs dans le jeu vidéo en production. 15 000. Rapporté donc aux 6 500 à 15 000. Et là, on voit qu'effectivement, se demander s'il y en a 6 500, 15 000 ou 25 000, c'est presque l'épaisseur du trait. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourra avoir comme emploi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est un gisement d'emploi absolument extraordinaire. Le jeu vidéo, moi j'en suis convaincu, et pas seulement pour une approche économique et comptable, mais pour une approche également culturelle et artistique. Le jeu vidéo sera, à mon avis, au XXIe siècle, ce qu'une industrie comme le cinéma a été pour le XXe. Donc en termes économiques, c'est énorme, mais également en termes culturels, en termes artistiques, en termes de rayonnement pour la France et pour l'Europe, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Donc si, alors on pourrait vouloir être tenté de raboter le crédit d'impôt qui d'ailleurs ne coûte pas très cher, donc on compare à la plupart des autres crédits d'impôt. Si on fait ça, non seulement on crée des difficultés pour les entreprises actuellement, j'ai presque envie de dire c'est loin d'être le plus grave. Le problème c'est qu'on obère l'avenir à ces contraintes purement comptables. Alors, et je pense que ce serait extrêmement dommageable. Donc c'est bien quantifiable. Il y a Béatrice Piron qui nous rejoint. Merci. Bonjour Anna. C'est un vrai jeu de piste là. Ouais, c'est compliqué. Justement, vous parlez du futur.
Et vous nous avez remis au mois de décembre le baromètre 2018 du jeu vidéo, donc qui fait un point d'étape et que vous faites chaque année, qui montre justement l'évolution. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus justement du baromètre et pourquoi vous l'avez créé, quel est son objectif et éventuellement quelles sont les projections qu'on pourrait mettre en avant au niveau du jeu vidéo? Le premier objectif que je vais donner, et après je te laisse la parole parce que tu as les chiffres peut-être plus en tête que moi, mais je pense que le premier important, c'est on est une industrie donc en croissance, une industrie qui était toute petite, qui aujourd'hui commence à avoir une taille significative. Et comme je vous l'ai dit, à mon avis, demain, ce qui nous attend demain est beaucoup plus important encore. Mais si on veut faire ça, si on veut être une industrie raisonnable et mature, il faut avoir des chiffres précis, des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer, soit pour mener des politiques, ou même nous pour savoir concrètement ce qui se passe. Donc c'était important, enfin c'était pas important, c'était absolument nécessaire d'avoir ce recueil de chiffres absolument gravé dans le marbre et avec une méthodologie qui est absolument irréprochable. En fait, c'est la 5e année qu'on fait cet exercice. Lorsqu'on a créé le premier baromètre avec l'Institut d'études IDEAT DigiWorld, l'objectif pour nous, c'était de répondre à une préoccupation effectivement de l'industrie, mais aussi de nos interlocuteurs, à la fois les responsables politiques, les responsables publics, mais aussi les médias, et parfois le grand public, c'était de pouvoir apporter des chiffres et de faire une photographie réaliste de l'industrie. Parce qu'on parle toujours du jeu vidéo sous l'aspect marché. On cite des chiffres effectivement importants sur la consommation de jeux vidéo, la consommation des appareils aussi pour jouer aux jeux vidéo. Mais on ne cite jamais ce que représente cette industrie. Et je pense que la reconnaissance d'une industrie culturelle passe aussi par sa capacité à créer de la valeur, à créer de l'emploi sur un territoire. Et pour nous, c'était absolument indispensable d'aller diffuser finalement ces chiffres avec effectivement une méthode irréfutable, une méthode statistique tout à fait valable. Et donc on a choisi effectivement la méthode de l'enquête, qui est opérée chaque année pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois auprès du millier d'acteurs économiques qui sont recensés en France dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ce sont des entreprises, ce sont des associations, ce sont un certain nombre d'autres acteurs type organismes d'enseignement. On enlève de cette base-là, on garde uniquement les entreprises qui font des activités de production et d'édition, c'est à peu près 800 sociétés, et on les interroge, on leur pose toute une série de questions sur le tissu économique, sur la production, sur les emplois, sur leur capacité à financer leur production et leurs entreprises, puisque ce sont deux choses différentes, et puis sur leur rayonnement international et leur ressenti en tant que dirigeant. Et donc on fait cet exercice depuis 5 ans, avec un retour, on va dire, de la part des entreprises interrogées qui est de plus en plus intéressant parce qu'il est de plus en plus pointu. D'abord, on a un taux de réponse qui augmente. On était cette année autour de 230 entreprises qui répondent. Donc, en termes statistiques, ça a une vraie valeur de reflet et de légitimité de cette enquête. Et puis, on a des entreprises qui nous livrent un certain nombre de données extrêmement confidentielles. Donc, ça nous permet de donner une photographie la plus réaliste possible du secteur. Cette année, on a eu la volonté de donner une vision beaucoup plus graphique et beaucoup plus percutante de ces chiffres. Et on est déjà en train de réfléchir à l'édition suivante, dans laquelle on intégrera d'autres éléments d'appréciation, notamment sur la partie talent, c'est-à-dire tout ce qui est formation initiale, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus important. C'est que font ces jeunes qui sont dans les écoles, où vont-ils, dans quel type d'entreprise, comment les entreprises les recrutent. Voilà, d'avoir des données aussi sur ceux qui sont les futurs professionnels de notre industrie et sur lesquels on compte énormément. Il y a beaucoup de porosité entre le monde de l'enseignement et le milieu professionnel. C'est aussi une des caractéristiques de notre industrie, c'est que les professionnels vont enseigner directement dans les organismes de formation. Et c'est très important parce qu'il faut être à l'épreuve de la pratique du quotidien. Les choses évoluent très vite dans notre secteur. Et puis d'essayer de réfléchir aussi à d'autres sujets importants sur le baromètre. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous livre quelques résultats peut-être intéressants dans les différents axes qu'on a étudiés. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, on a en France un particularisme, c'est qu'on a une représentation extrêmement forte des activités de production. On a pratiquement 60% des acteurs économiques qui ont une activité de production. C'est assez original. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de notre industrie et ce qui la caractérise partout dans le monde. Quand vous allez interroger
à la Game Developer Conference à San Francisco ou à la Gamescom à Cologne, nos partenaires étrangers, vous leur dites qu'est-ce qui fait finalement le sel de la création française, et ils vous disent c'est votre originalité, c'est la capacité à créer des propriétés intellectuelles originales. Donc vraiment un élément très important. Ensuite, on a parmi ces entreprises, des entreprises qui rayonnent à travers le monde. Il faut savoir qu'on a parmi des leaders internationaux dans notre secteur. On peut citer des entreprises comme Voodoo, comme Ubisoft, Arkane Studio, Amplitude Studio, 1492, enfin bref. Justement, je me permets de rebondir là-dessus, oui. si vous me le permettez. Vous avez dit 800 entreprises Oui. aujourd'hui dans le jeu vidéo et 6500 emplois. Oui. Lorsqu'on soustrait les Ubisoft, Arkane, Dontnod et Quantic, on enlève quand même une grande part, parce que pour rappel, Ubisoft c'est 3000 personnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a surtout beaucoup de petites entreprises qu'on appelle des indépendants. Oui. Est-ce que vous pouvez définir, expliquer qu'est-ce qu'est un studio indépendant et quel est son fonctionnement? Un studio indépendant, je dirais que c'est plutôt un studio qui fonctionne avec un certain état d'esprit. Parce que finalement, on n'est jamais indépendant complètement. On est dépendant d'abord à sa capacité à financer sa production. On peut être ensuite dépendant, entre guillemets, d'un éditeur. On peut être de toute manière dépendant de ses joueurs et de sa communauté. Bref, donc c'est plus un état d'esprit. Ce sont aussi des gens qui se revendiquent plutôt comme des artisans de la création, qui mettent en avant effectivement un savoir-faire technique et artistique extrêmement important, dans laquelle la plupart du temps les équipes de production sont réduites. D'ailleurs, le baromètre le reflète assez bien. On est sur un nombre d'équivalents temps plein moyen dans les studios qui est autour de 10 salariés. Donc vous avez raison de signaler que, hormis les très grosses entreprises qui, on va dire, vous savez, on a un chiffre classique, c'est on a 21% des entreprises qui emploient 80% des salariés. Voilà. C'est la règle des 80-20 qu'on retrouve assez communément dans un certain nombre de statistiques. Donc on a beaucoup de petites entreprises. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises qui ont moins de 5 ans d'existence. On n'a que 20% des studios qui ont plus de 10 ans. Alors, c'est aussi normal dans une industrie de contenu, dans laquelle le succès n'est jamais, on va dire, assuré d'avance. On prend énormément de risques, et puis surtout, la particularité du jeu vidéo, c'est qu'on préfinance la totalité de nos productions avant de les rendre disponibles sur le marché. Ce n'est pas le cas dans d'autres industries culturelles, où vous allez avoir des mécanismes de financement qui vont vous permettre de minimiser votre risque avant même que votre film ou votre série sorte. Ce qui fait que si votre film ne rencontre pas son succès escompté, vous êtes quand même, on va dire, protégé financièrement. Un studio qui ne rencontre pas son public, qui n'est pas à l'épreuve finalement du marché, c'est un studio qui meurt, en général. Donc le taux de mortalité peut être important. Néanmoins, quand le succès est au rendez-vous, le succès peut être absolument énorme. On peut prendre l'exemple de la société Voodoo, qui est une société qui, en l'espace de 5 à 6 ans, est devenue leader mondial du jeu mobile. C'est une société qui a pignon sur rue, qui emploie de très nombreux salariés et qui est aujourd'hui un des concurrents de Supercell, dont tout le monde parle. On ne parle pas beaucoup de Voodoo, qui est moins connu, mais qui pour autant est effectivement une société extrêmement dynamique. Donc on a la capacité à créer des champions dans le jeu vidéo depuis maintenant une vingtaine d'années, que ce soit sur les jeux consoles, les jeux PC, les jeux mobiles. Et donc c'est ce qui fait aussi cette on va dire, caractéristique particulière de cette industrie culturelle par rapport à d'autres. Voilà. Et on a aussi des entreprises qui remportent des prix à l'international. Hein. On a eu récemment un studio bordelais qui s'appelle Motion Twin, qui a remporté un prestigieux prix pour son jeu DSL. Donc voilà, ce sont aussi des entreprises et des créateurs qui sont mis en lumière à l'international. Donc ça c'est important, ça fait rayonner aussi le savoir-faire. Et je crois que on peut le dire, ça permet d'apporter aussi en termes de diversité culturelle quelque chose de très intéressant. Parce qu'on a l'habitude dans les industries culturelles d'être finalement abreuvé de productions américaines, avec des références et des valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Et bien, dans le jeu vidéo, on a cette capacité à créer aussi de très bons jeux avec des références européennes, des références françaises. Et je crois que ça doit être salué parce que c'est plutôt intéressant pour la diversité culturelle qu'on offre au public. Il faut effectivement souligner le rôle très important des studios indépendants dans la créativité française. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Ça n'en a rien évidemment aux grandes productions qui peuvent être extrêmement intéressantes, d'Ubisoft, de Quantic Dream, d'autres studios de grande taille. Mais je pense que les studios indés, aujourd'hui, sont un petit peu dans l'angle mort, un petit peu oubliés par les dispositifs de soutien en France, notamment à cause des critères culturels du crédit d'impôt jeux vidéo. Que le crédit d'impôt jeux vidéo ait des critères culturels, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait normal, légitime, et c'est une bonne chose de piloter ainsi la production française par ce genre d'indicateur. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo comme œuvre culturelle et qui est porté par les petits studios,
qui parfois, comme tu l'as dit Julien, peuvent devenir très très grands très vite. C'est vrai qu'on a des exemples de réussite, Motion Twin avec Dead Cells, Shiro Games avec Northgard, on a vraiment vraiment une très très grande qualité, une très très grande créativité, mais très souvent, si on regarde de façon un peu comptable les critères du crédit d'impôt jeux vidéo, on s'aperçoit que ça a été fait pour des jeux très narratifs. Et en général, les grosses productions sont très souvent narratives. Alors c'est parfait, parce que ça permet d'avoir beaucoup. C'est là qu'on a le plus d'emplois aussi, c'est quand même sur les grosses productions. Mais aujourd'hui, on commence à avoir le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est relativement ancien aujourd'hui. C'est plus quelque chose qui a juste 5 ou 10 ans. Et on commence, en regardant un peu dans le rétroviseur, à voir un petit peu ce qu'ont été quelques grands chefs-d'œuvre. Je pense par exemple à Civilization, à Minecraft, différents jeux comme ça. Ces jeux, et bien c'est une Civilization ou Minecraft, mais les deux premiers qui me sont venus en tête, ne seraient pas éligibles au crédit d'impôt jeux vidéo. Voilà. Alors qu'il ne fait pas de doute par ceux qui, aussi bien les universitaires qui étudient le jeu vidéo, que les connaisseurs, que les critiques, que les journalistes, il ne fait pas de doute que ces jeux ont vraiment leur place au panthéon des grandes œuvres culturelles vidéoludiques. Voilà. Or, les jeux qu'on a mentionnés, justement, je ne crois pas que la plupart des productions indées sont difficiles à faire rentrer dans les critères. Voilà. Donc, à mon avis, il serait souhaitable de faire évoluer ces critères, non pas vers moins de sélectivité, c'est vraiment pas du tout ça l'idée, non pas vers moins de culture, non pas une plus grande ouverture, mais juste le fait de pouvoir mieux prendre en compte cette diversité, cette efflorescence des genres et des types dans le jeu vidéo français. Est-ce que selon vous, il y a des liens, une corrélation entre les grands studios et les petits studios? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que c'est vraiment en silo et l'un ne travaille pas avec l'autre? Comment ça se passe? On a vraiment un écosystème, il y a vraiment une interprétation vraiment très claire. Quand les petits studios effectivement ont du mal parce que leur œuvre n'a pas rencontré le public, comme l'a dit Julien, ce qui peut arriver souvent, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement aléatoire, c'est une œuvre culturelle, donc même pour les films, on ne sait jamais comment est-ce que les films vont fonctionner. Pour une œuvre culturelle, quand elle ne marche pas, le studio, il se tourne vers la sous-traitance. Et c'est souvent ça qui fait vivre les studios, et ils collaborent donc en tant que sous-traitants à des œuvres plus grandes, par exemple Ubisoft. Enfin, Ubisoft le fait moins, mais on a des collaborations avec Ubisoft, avec d'autres grands studios, ou bien pour des éditeurs. Voodoo, c'est un cas intéressant. Voodoo, c'était un producteur de jeux vidéo qui, d'ailleurs, il y a 3 ans encore, était un petit producteur. C'était vraiment un studio hollandais, Voodoo. Et puis, ils ont trouvé le succès avec un jeu, puis surtout avec une méthode. Ils ont une vision de ce que pouvait être un marché qui n'existait pas encore. Mais du coup, ils ont fait travailler, non seulement ils ont eux-mêmes travaillé dans cette voie, mais ils ont fait travailler beaucoup de petits studios. Et notamment des studios qui n'avaient parfois qu'une seule personne, et qui ont pu embaucher, qui ont pu devenir des studios de taille intéressante. Donc on a vraiment cet écosystème, cette interpénétration qui fait que les uns travaillent toujours pour les autres. Et puis, en termes après de style, parfois des petits studios, ça on voit ça dans beaucoup d'industries créatives, défrichent, essayent des choses qui paraissent complètement absurdes d'un point de vue marketing. Enfin, ils osent faire des choses que les grands peut-être n'osent pas. Et après, évidemment, ils peuvent être suivis par les grands. Parfois, il peut y avoir des rachats. Ubisoft a racheté le studio particulièrement créatif en termes de vision aussi d'un marché que personne ne voyait, qui est le studio 1492. Donc Ubisoft l'a racheté, donc il peut y avoir comme ça des synergies également en termes capitalistiques. Donc il y a vraiment aujourd'hui un écosystème complet. Vous parlez de Voodoo, vous parlez de système capitalistique. Voodoo a une forte croissance, a levé des fonds, pas en France. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que c'était une volonté de partir avoir des investisseurs étrangers, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé en France? Alors, sur leur cas particulier, je ne peux rien dire, et d'ailleurs, je ne sais pas grand-chose, mais même si je le savais, je pourrais peut-être, enfin, je ne sais pas si j'aurais le droit de le dire si je le savais, mais l'idée globalement, c'est que des studios lèvent des fonds, ça c'est une très bonne chose. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les studios, il peut y avoir des studios extrêmement couronnés de succès qui sont entièrement en autofinancement. Ça, c'est un modèle qui est très appréciable et qui est aussi une garantie d'indépendance. Section de Voodoo, c'est devenu un éditeur. Quand on est éditeur, effectivement, on a besoin d'avoir, je pense, beaucoup plus de cash. Et donc il y a eu le besoin de lever de fonds. Ces levées de fonds, alors pour certains, se sont faits, on a eu d'autres levées de fonds également en France, ou d'autres rachats et autres. Parfois, ça se fait en France ou en Europe, et parfois, ça se fait à l'international. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça montre que, bien, il peut y avoir un intérêt. On peut attirer du capital, attirer des investissements étrangers sur notre sol. C'est quelque chose qui est, toute chose égale par ailleurs, une bonne nouvelle. Que effectivement Voodoo est dû, et je pense un petit peu contraint,
se tourner vers, en l'occurrence, la banque Goldman Sachs, qui d'ailleurs n'est pas une banque qui s'intéresse spécialement aux jeux vidéo, et on a forcément un petit pincement au cœur. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'investisseurs français? Pourquoi est-ce que le capital privé français n'a pas pu prendre la relève là-dessus? Bon, sachant qu'on n'a jamais, évidemment, un pays n'est jamais autant suffisant en termes de capital, et on peut avoir des grands investisseurs qui investissent depuis l'étranger aux États-Unis, par exemple. Et voilà, on a un petit pincement au cœur quand même. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque un petit peu à la France, c'est peut-être ce relais capitalistique franco-français, ou au moins européen, parce qu'on ne va pas être complètement chauvin non plus, qui permettrait de ne pas avoir à se tourner vers les Américains, également les Chinois aujourd'hui, voilà, ou d'autres pays encore plus exotiques. Il y a un point qui est important, c'est que l'intérêt des investisseurs français vis-à-vis de l'industrie du jeu vidéo en France est assez récent. Dans les années passées, il y a eu beaucoup de défiance vis-à-vis de cette industrie, par méconnaissance, parce que c'est une industrie qui est complexe, parce que c'est des modèles de revenus qui sont aussi compliqués à comprendre. Et petit à petit, de par non seulement une acculturation meilleure, mais aussi par des investissements, comme l'évoquait Evan, sur des gros investissements qui ont été faits, ceux de Voodoo, mais d'autres, font que progressivement, les investisseurs se sont éveillés sur notre industrie et les investissements commencent à arriver. Maintenant, on ne va pas se le cacher, les investisseurs français dans le domaine des technologies ou de la culture sont plus intéressés par les startups, du web, les startups numériques, etc., que vers les industries culturelles. On dit souvent que le jeu vidéo est trop numérique pour la culture et trop culturel pour le numérique. C'est vrai. C'est vrai pour des gens qui ont besoin de mettre finalement des critères, de cocher des cases par rapport à une industrie. Maintenant, effectivement, on voit que le jeu vidéo intéresse de plus en plus. Intéresse aussi les établissements bancaires. La confiance vis-à-vis du secteur du jeu vidéo est grandissante, donc on peut s'en féliciter parce que ça a été à une époque extrêmement difficile. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous allez ouvrir un compte bancaire en disant je vais créer des jeux vidéo. En gros, vous avez une chance sur deux que la porte, voire même plus que la porte se claque devant votre nez. Maintenant, c'est moins le cas. On a aussi effectivement des investisseurs étrangers qui s'intéressent à notre industrie. C'est plutôt bon signe malgré tout. Effectivement, quand on voit le poids que représente le marché chinois dans le marché de consommation des jeux vidéo dans le monde, c'est intéressant. Et ce n'est pas le premier investissement qui a été fait d'ailleurs par les acteurs chinois en France, récemment avec Quantic Dream. Il y en a d'autres qui sont restés peut-être plus discrets, mais en tout cas il y en a d'autres. Donc c'est plutôt vertueux. Après, tout ce qu'il faut espérer, c'est que ce ne soit pas une bulle spéculative, qu'on ne soit pas là pour faire simplement de l'argent, mais qu'on soit vraiment là dans un objectif de faire prospérer ces entreprises, leur permettre de produire plus de jeux de qualité, avec effectivement une rencontre avec le public et surtout une capacité à appréhender les évolutions de marché. Parce qu'on est aussi dans une industrie où le marché va très vite. Les ruptures technologiques sont fortes, les modèles économiques changent systématiquement, et donc il est absolument nécessaire pour les entreprises françaises d'être toujours en phase avec le marché, voire même d'avoir un temps d'avance, parce que vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent sur des technologies qui ne sont pas encore disponibles pour le public, mais qui, quand elles le seront, auront besoin d'avoir, en termes de contenu, des œuvres à la fois internationales, mais aussi françaises. Vous sous-entendez peut-être le streaming aujourd'hui de jeux vidéo qui, selon vous, est un axe sur lequel on doit être vigilant et essayer de garder des compétences sur notre territoire? Alors, sans trahir de secret, on est déjà dans ces dispositifs-là. Les entreprises françaises de jeux vidéo, pour les plus importantes d'entre elles, font déjà des tests sur ces technologies, parce que c'est un des avenirs des modes de consommation du jeu vidéo. Après, vous savez, on se garde bien de prévoir l'avenir en matière de jeux vidéo, parce qu'on ne s'inscrit pas dans une boule de cristal. Beaucoup ont enterré les consoles il y a quelques années, et on voit que les consoles continuent d'être un secteur extrêmement dynamique, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'acteurs du jeu vidéo français qui sont positionnés sur ce marché-là. Le secteur du jeu PC qu'on avait aussi enterré est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, c'est plus de 80% de la production française est disponible sur jeu PC. Et puis le jeu mobile, alors il y a effectivement parfois des difficultés, parce que ce sont des modèles économiques extrêmement innovants, mais on a des champions, donc on est capable aussi de réussir. Donc on essaye aujourd'hui clairement d'aller sur ces technologies de streaming avec tous les acteurs qui se sont plus ou moins dévoilés ces derniers temps. On a d'ailleurs un acteur français qui a été très précurseur sur le streaming, c'est la société Black Nuts, qui est une société française qui travaille sur une technologie extrêmement rodée, avec un catalogue qui est en train de s'étoffer.
Donc c'est aussi un challenger intéressant par rapport aux gros compétiteurs qui arrivent. Donc voilà, on peut se féliciter aussi de ces temps d'avance. On a aussi beaucoup de débats en ce moment sur l'intelligence artificielle. N'oublions pas que dans le jeu vidéo, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis une quarantaine d'années. Hein, la génération procédurale, les intelligences artificielles dans les personnages qui vont être des personnages non joueurs. Enfin, ce sont des dispositifs qu'on utilise depuis très longtemps. Donc le jeu vidéo a une capacité à innover en permanence. Et je crois que c'est quand même ce qui fait sa particularité, c'est que c'est une industrie culturelle, mais qui est extrêmement innovante. Donc voilà, donc à nous d'aller séduire ces investisseurs, à nous d'aller rassurer aussi ce monde économique, ces milieux économiques, pour leur dire, vous pouvez avoir confiance dans nos entrepreneurs, vous pouvez avoir confiance dans les équipes, elles font un travail de qualité. Et on est plutôt satisfait ces derniers temps, puisque une banque qui s'appelle l'IFSIC a créé il y a quelques années, sous notre impulsion, notamment un fonds d'investissement de 20 millions d'euros pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Et puis BPI France a annoncé récemment d'avoir ce qu'ils appellent une practice, c'est-à-dire un intérêt vraiment avéré pour investir dans les entreprises de jeux vidéo. C'est la première fois que BPI France va vraiment prendre des participations dans nos entreprises. Donc c'est plutôt très bon signe, parce que quand des acteurs aussi importants et aussi emblématiques se mettent à investir dans le jeu vidéo, ça veut dire que derrière, des investisseurs, on va dire, privés, vont aussi être rassurés par cette typologie d'investisseurs. Ok, mais Black Nut, nous on les avait auditionnés au mois de septembre de mémoire, et vous parliez aussi de l'IFSIC et de BPI France qui eux aussi ont été auditionnés. Et en effet, ce sont des entités aujourd'hui publiques qui permettent justement d'essayer de développer le jeu vidéo sur nos territoires et d'aider au financement. Je ne sais pas si tu as des questions de ton côté, Béatrice. Moi, j'ai vraiment toujours des questions. Donc, vous avez mentionné que dans la prochaine édition, vous intégreriez un aspect formation. Oui. Parce que moi, je fais donc toujours partie de la commission d'éducation et je suis intéressée là-dessus. Aujourd'hui, il est incontestable que ce secteur d'activité est dynamique et en plein développement en France. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de formation publique directement liée, ou très peu. Enfin, il y en a au moins une, enfin il y en a plusieurs, mais il y a entre autres, enfin, celle qui rayonne le plus, c'est l'Engeville, effectivement, en Angleterre, qui est pour voilà, qui est de taille respectable et qui est effectivement une très bonne école, enfin, reconnue comme telle. Oui. Mais bon, ce n'est pas une voie de formation, on va dire, classique, ou alors, certaines pour les autres industries dans toutes les universités. Vous avez raison, certaines universités se mettent à avoir ce qu'on appelle les dominantes jeux vidéo dans le cadre de leur cursus. Alors c'est un volume horaire de formation sur des technologies ou sur tel ou tel modèle de développement ou sur du game design ou sur une pratique artistique. Ça commence à arriver. On voit surtout dans les écoles d'ingénieurs avec effectivement des spécialisations dans le développement informatique, mais liées aux technologies du jeu vidéo, parce que ce sont aussi des technologies particulières. Mais la majorité des formations sont des organismes privés. Voilà, alors la plupart sont des organismes qui ont des formations qui sont certifiées, enfin qui sont inscrites au RNCP. Donc, ce sont des formations valables. Après, on ne va pas se le cacher, il y a eu un énorme engouement sur la création de formations initiales au métier du jeu vidéo. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, nous, les professionnels du secteur, essayer de donner un peu de visibilité sur ce que sont les formations vers lesquelles on peut aller sereinement lorsqu'on est père ou mère de famille et qu'on veut inscrire son fils ou sa fille dans ces formations. On a créé donc un réseau des écoles du jeu vidéo qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'organismes d'enseignement. Donc c'est des organismes qui forment de façon soit après le bac, soit après un bac plus 2, plus 3, plus 4, enfin bref. Et ce sont des cursus qui sont inscrits vraiment dans une logique de professionnalisation en lien avec les professionnels, puisque ce sont pour la majorité des professionnels qui viennent enseigner aux étudiants. Donc ce sont des professionnels en poste, donc c'est des gens qui sont à l'épreuve du quotidien dans les studios. Donc ce sont des écoles qui sont tout à fait respectables, qui ont d'ailleurs un niveau de formation qui est parfois même excellent, et qui sont, leurs étudiants sont chassés partout dans le monde. Donc on peut se féliciter quand même de cette capacité aussi, même si les organismes sont privés, à créer vraiment des formations de grande qualité et qui sont souhaitées par les entreprises. Oui, parce que justement, moi je connais un petit peu, ou je connais une des écoles donc, qui est d'ailleurs en publicité sur votre plaquette, qui se revendique d'être une école très spécialisée dans le jeu vidéo comme ça.
Et quand on a rencontré d'autres studios, notamment Ubisoft la semaine dernière, on s'aperçoit que la majorité de leur recrutement viennent plutôt d'écoles d'ingénieurs et non pas d'écoles de jeux vidéo. Et on voit bien que dans les écoles de jeux vidéo qui ont pourtant des professionnels qui enseignent dedans, les étudiants ont un mal fou quand même à trouver des stages et un placement après, parce qu'en fin de compte, il y a tellement de demandes pour rentrer en fin de compte dans les entreprises de jeux vidéo qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de candidats que de postes offerts. Donc les entreprises ont la capacité de choisir le top du top de la crème. Mais vous avez raison. Voilà, et non pas les étudiants qui ont choisi cette voie-là dès leur baccalauréat pour prendre une voie de formation dite spécialisée dans les jeux vidéo, mais qui se voient, on va dire, doublés ou dépassés par des écoles d'ingénieurs généralistes où les meilleurs repiquent vers les jeux vidéo à la fin. Vous avez tout à fait raison. Un élément important néanmoins pour modérer tout ça, c'est qu'on a un recrutement aujourd'hui sur les profils techniques qui est absolument énorme. Vous avez qu'à aller consulter les sites spécialisés de recrutement et on constate que la proportion de recrutement de profils de développeurs, donc ceux qui mettent les mains dans le code, est extrêmement important par rapport aux autres métiers que sont par exemple les métiers du design, les métiers de l'image, voire même les métiers du management. Une école de développement de il y a des formations, il y a des cursus techniques et donc de formation technique et de développement de spécialité, exactement. Alors c'est pas forcément ingénieur, ça peut être niveau ingénieur, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une école d'ingénieur, vous devez avoir au moins un niveau équivalent. Et donc vous allez acquérir dans ces formations une spécialisation sur les techniques et les technologies utilisées dans le cadre des entreprises de production de jeux vidéo. Après, il y a une telle demande et un tel niveau d'exigence, que c'est vraiment l'excellence qui prime. Oui. Donc vous avez raison de souligner, on a même parfois des artistes qui viennent d'écoles qui n'ont absolument rien à voir avec des écoles de formation métier du jeu vidéo. Ça peut être des architectes, ça peut être des gens qui ont fait les beaux-arts et qui ensuite ont fait un cursus personnel ou dans d'autres filières. Ça peut être des photographes, enfin voilà. Donc c'est aussi ce que recherchent les entreprises, c'est d'avoir la capacité à attirer des talents. Je crois que c'est ce mot-là qu'il faut retenir. Donc après, il ne faut pas que la promesse qui soit faite aux étudiants soit une fausse promesse. Il faut les accompagner tout au long de leur formation et c'est pour ça qu'on a monté ce réseau. C'est pour qu'il y ait une porosité entre les professionnels et les étudiants tout au long de leur formation. Et je pense qu'il faut bien communiquer aussi au niveau des jeunes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup d'orientation post-bac, Parcoursup et tout ça. Et quand les gens aujourd'hui cherchent une formation jeux vidéo ou un diplôme jeux vidéo, ils se retrouvent orientés vers des écoles spécialisées au niveau bac plus 3 ou quelque chose comme ça qui prennent post-bac et qui ne sont pas les formations clés recherchées par les entreprises de jeux vidéo. Oui, l'idée quand on a créé le réseau des écoles de jeux vidéo il y a 3 ans, c'était vraiment aussi de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. C'est-à-dire que vous avez donc une dizaine d'écoles qu'on a entre guillemets labellisées, qu'on a fait entrer dans ce réseau, qui sont des écoles de qualité, là, qui fournissent des enseignements qui sont utiles ensuite pour les élèves. Et puis vous avez quand même aussi vous avez des petites structures ici et là qui se montent, qui sont un petit peu, mais qui ne font pas toutes les garanties de sérieux. Parce que, voilà, certains peuvent se dire qu'il y a, si vous passez l'expression, un business model des enfants qui, après 18 ans, se disent, tiens, je veux mettre dans le jeu vidéo et papa, maman a un peu d'argent. Enfin voilà, c'est vraiment, je vais être très clair, c'est vraiment contre ça qu'on se bat, qu'on se bat depuis 3 ans. Par ailleurs, et la seconde chose, et ça va effectivement dans le sens que vous dites, c'est donner un retour, un feedback aux écoles pour leur dire voilà ce dont on a besoin. Et parce qu'effectivement, il y a eu des petits déséquilibres, notamment en France, de façon générale, on ne forme pas assez de développeurs, de codeurs, mais pas que dans le jeu vidéo, dans toutes les industries dans lesquelles on en a besoin. C'est pas que en France d'ailleurs, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises de jeux vidéo recrutent aussi en BTS, en UT. Il y a des très bonnes formations d'ailleurs en UT, c'est pas du tout une critique, mais au contraire, il y a des très bons développeurs ici. Mais on ne peut pas recruter que des gens qui sont spécialisés jeux vidéo, sinon on ne recrute pas assez de personnes. Pareil pour les animateurs. Les animateurs 3D, ce sont des métiers très particuliers qui aujourd'hui sont aussi très demandés dans l'animation, par exemple, dans tout ce qui est le cinéma d'animation. Donc on a vraiment des profils qui sont très très recherchés. Et il y en a qui effectivement le sont moins, et pour lesquels il y a eu, entre guillemets, si vous passez l'expression, une sorte de surproduction ces dernières années. Je pense notamment à des profils de
entre guillemets game designer. Et la seule école, dans les deux écoles que vous avez là, vous citez, c'est ce qu'ils proposent. Ouais, il y en a plusieurs, enfin, il y en a beaucoup, comme l'Engine, par exemple, mais d'autres aussi, et je le mentionne parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, propose des très bons cursus de game design. Ubisoft en embauche beaucoup, par exemple, donc ça c'est quelque chose, c'est pas une mauvaise chose. Le game design, c'est un métier dont on a besoin cruellement pour faire un jeu. Il faut des concepteurs de jeux, ça c'est très clair. Mais voilà, il y a des déséquilibres qu'il faut corriger, et je pense que, enfin, nous en tout cas, c'est l'une de nos tâches les plus importantes. Enfin, on est très clair là-dessus. Aujourd'hui, il y a effectivement, voilà, il peut y avoir des menaces sur le crédit d'impôt jeux vidéo, sur ce genre de choses, enfin, des choses qui sont très structurantes. Mais si on veut être une grande nation de jeux vidéo à horizon 5 à 10 ans, il faut continuer à avoir de très bonnes formations. C'est évidemment une question sine qua non. Si on n'a pas ça, tout le reste, on arrosera le sable. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous est extrêmement important. Il faut savoir qu'on a une pénurie de fonctions techniques de façon globale en France. Tous les secteurs d'ailleurs du numérique recherchent des talents dans ce domaine-là. Donc on est en concurrence avec les sociétés de services informatiques, avec les éditeurs logiciels, avec les grands groupes industriels. Aujourd'hui on cherche des cerveaux qui sont capables effectivement de travailler sur ces sujets-là. Mais on peut donner un autre exemple. Nous, dans tout ce qui est l'analyse de données, les statistiques, les mathématiques, on va aller chercher aussi des gens qui viennent, par exemple, du monde de la finance. Voilà, pour essayer de comprendre. On va essayer de faire du data mining aussi. Enfin, donc, il y a de plus en plus le jeu vidéo s'ouvre aussi vers d'autres univers. Donc, c'est intéressant parce que, bien sûr, on peut aller sur les métiers classiques, qui sont devenus finalement maintenant des métiers classiques du jeu vidéo, mais on peut aller aussi vers des métiers qui sont plus innovants. La relation avec les communautés, ce sont des choses qui sont plus récentes, c'est à peu près 5 ans. On peut aller vers des nouvelles orientations qui sont là pour le coup des gens qu'on va probablement devoir former dans ces écoles dont on parle, qui ne le sont pas encore forcément aujourd'hui, et donc on va recruter ailleurs. Donc on fait vivre aussi et évoluer ces formations, et on essaye de faire en sorte qu'effectivement la réalité de nos besoins colle avec la réalité des cursus et de l'enseignement qui est proposé à ces jeunes. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'aller former des étudiants qui vont se retrouver demain au chômage. Alors certes, ils ne trouveront peut-être pas tous du travail dans l'industrie du jeu vidéo, mais au moins qu'ils puissent trouver dans le domaine du numérique, qui est un domaine qui en général les intéresse et les passionne. Si je peux me permettre de rajouter une chose également, tout à l'heure j'ai mentionné la fuite des cerveaux qu'on a eu, enfin la fuite des talents qu'on a eu dans les années 2000. Il faut bien souligner qu'aujourd'hui, on arrive, alors parfois il y a évidemment des Français qui peuvent partir à l'étranger, ça c'est pas une fuite, et cette fuite des cerveaux donc, qui est un crève-cœur quand on aime son pays évidemment, aujourd'hui elle est endiguée, mais également pour recruter des talents qui sont utiles pour l'industrie. Aujourd'hui on a des entreprises qui également peuvent recruter à l'étranger. Et notamment, je peux mentionner par exemple les deux premières qui me viennent à l'esprit, c'est Darewise par exemple, on peut mentionner également Ogilvy, qui recrute sur le territoire français en faisant venir des talents étrangers. Donc voilà, on a aussi ce développement-là qui est le signe d'un écosystème qui fonctionne. Même si on préfère toujours évidemment embaucher des gens qui sont dans la même ville et qui parlent français, c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Au début du propos, vous identifiez que le jeu vidéo était quelque part une industrie qui était dématérialisée, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler de n'importe où dans le monde pour pouvoir créer un jeu vidéo. C'est également, je pense, le cas sur la France. D'ailleurs, votre baromètre indique une présence de par la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur la répartition en France? Oui, alors c'est un sujet très important pour nous. Le SNJV n'est pas parisien, et le secteur du jeu vidéo l'est vraiment pas du tout. On a aujourd'hui effectivement un peu plus de 40% de la création de française de jeux vidéo qui est située en Île-de-France, mais l'ensemble des autres régions françaises sont très dynamiques. On peut citer les deux plus dynamiques derrière effectivement l'Île-de-France, c'est la Nouvelle-Aquitaine et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans lesquelles il y a un vrai dynamisme, alors, qui est, selon les territoires, issu soit d'un écosystème qui s'est construit au fil du temps, soit de l'arrivée d'un acteur majeur qui a derrière SNE. Ça rejoint la question que vous aviez tout à l'heure sur le lien entre les acteurs importants et le tissu de ces créateurs indépendants qui interagissent finalement beaucoup entre eux. Donc on a un vrai dynamisme territorial de la création de jeux vidéo. On a des régions dynamiques, on a dans chaque écosystème en plus des associations professionnelles d'entreprises ou des clusters, donc des grappes de créateurs et de professionnels qui se regroupent, qui mettent en commun leurs moyens pour justement partir à l'international,
se connaître, faire des retours d'expérience, éviter de faire les mêmes erreurs. Donc vraiment, il y a un enjeu de communauté autour de la création de jeux vidéo en France qui est extrêmement prononcé. Et le SNJV participe à cette dynamique locale. On peut donner comme exemple le gros succès que nous avons eu avec le Tour de France, la deuxième édition du Tour de France des régions qu'on a organisé en 2018, et qui se termine d'ailleurs la semaine prochaine avec Paris. On a fait une espèce de tour de toutes les régions importantes. À chaque fois, on avait entre 50 et 80 professionnels présents, avec lesquels on dialoguait, avec lesquels on évoquait les enjeux, leurs problématiques, les solutions qu'on pouvait apporter. Ça nous a permis non seulement de comprendre précisément quels sont les besoins de tous ces entrepreneurs et de tous ces professionnels, et puis aussi d'aller à leur rencontre et de participer dans une logique commune finalement à cette intelligence collective qui fonctionne plutôt très bien. Donc c'est important de montrer que les territoires sont extrêmement dynamiques, et d'ailleurs les régions ne s'y sont pas trompées, puisque un certain nombre de régions en France ont mis en place des dispositifs d'attractivité des entreprises de jeux vidéo à travers des soutiens. Alors on peut citer différentes régions, des aides dans les Hauts-de-France, un dispositif aussi dans la région Île-de-France, vous en avez en Nouvelle-Aquitaine, il y en a également en région Bretagne, et puis il y a des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie qui embrayent le pas aujourd'hui et qui essayent de mettre en place des dispositifs. Donc il y a vraiment une prise de conscience de la part de ces régions de l'importance d'avoir sur leur territoire ces entreprises, ces talents, et c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est là qu'on voit aussi que probablement le regard d'un certain nombre de responsables publics a pu changer sur ces entreprises et a pu comprendre effectivement la création de valeur que ça avait de pouvoir continuer à développer ces activités sur leur territoire. Vous en avez parlé aussi, et dans le gros, vous avez aussi abordé le sujet, c'est la notion d'exportation. Oui. Le jeu vidéo est un média qui est aujourd'hui mondial, qui peut se retrouver en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Quelle est la part à peu près de l'export sur les produits et les jeux vidéo français? Plus de 80% de l'activité des entreprises françaises est faite à l'export. C'est absolument une constante, et même ça se développe. Il y a certains même studios. Je me souviens d'une délégation que nous avions emmenée au Brésil avec un studio du nord de la France, Atelier 801, avec un jeu à l'époque, Transform Ice, et la cofondatrice du studio était arrivée au Brésil. C'était une méga star parce que plus 70% de ses joueurs étaient brésiliens. Donc pour une société basée à côté de Lille, c'était absolument énorme. Vraiment, c'était une star. Hein. Les gens faisaient la queue pour se faire dédicacer des petits goodies qui étaient distribués sur le salon. Donc on a cette capacité, comme je le disais tout à l'heure, à faire rayonner vraiment ces talents et ces créations à travers le monde. Et on le voit, hein, on vous a cité depuis le début de cet entretien un certain nombre de réussites françaises. Elles sont d'ailleurs récompensées dans des remises de prix partout dans le monde. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir de la qualité de nos productions. Et encore une fois, l'exigence de ces entreprises, c'est non seulement de réaliser de bons jeux, parce que ça c'est toujours l'élément central, mais surtout des jeux aussi qui vont du coup rencontrer leur public. Et ce qui est intéressant, c'est quelle est la motivation finalement d'un jeune, ou d'un moins jeune d'ailleurs, qui veut travailler dans une entreprise de jeux vidéo. C'est d'abord le projet. C'est d'abord le jeu sur lequel la personne va travailler. Sur quel jeu je vais travailler, quel va être effectivement mon rôle. Et effectivement, plus les productions sont emblématiques, plus elles permettent de rayonner à travers le monde, et plus c'est effectivement intéressant et gratifiant pour les talents qui sont dans les entreprises. Donc oui, c'est une filière qui exporte énormément. On se doit d'être présent d'ailleurs sur les rendez-vous majeurs de la filière. Rapidement, c'est la Game Developer Conference à San Francisco en mars. C'est effectivement un certain nombre d'autres événements plus réduits, mais on peut citer Nordic Game Conference dans les pays nordiques, et puis la Gamescom à Cologne au mois d'août, et puis on a un événement très important qui a lieu au mois d'octobre en France qui s'appelle la Game Connection, auquel participent un certain nombre d'entreprises françaises mais aussi internationales. Donc on a ces moments où l'ensemble du secteur au niveau mondial se rencontre et permet effectivement de créer des liens avec des éditeurs, des prestataires de services, des gens qui font de la technologie. Voilà, donc on est en lien vraiment avec le monde. On n'est pas dans notre petit territoire ou dans notre pays. Aussi beau et sympathique soit-il, on rayonne vraiment partout dans le monde. Ok.
Je sais pas si tu as encore une dernière question sur, en fin de compte, la protection des enfants un petit peu, notamment aujourd'hui, donc c'est le Safer Internet Day, donc où on rappelle et on relance aussi quelques messages, on va dire, de protection des plus jeunes, et notamment en France, donc il devient de plus en plus courant de parler de la règle de 3, 6, 9 pouces, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans. Quel est le positionnement des éditeurs par rapport à cette règle et éventuellement en dehors de cette règle aussi catégorique, pas de jeux vidéo avant 6 ans, temps de repos, de pause et d'éviter de tomber dans de l'excès ou de l'abus de temps sur les jeux pour les enfants et les adolescents. Déjà, il faut souligner que le jeu vidéo a été plutôt en pointe sur ces questions-là par rapport à d'autres, par exemple, aux réseaux sociaux et autres. Et depuis maintenant de nombreuses années, on a mis en place des mécanismes d'autorégulation. Je peux mentionner par exemple le PEGI, qui permet, qui est un élément à la base, c'est de l'autorégulation, mais c'est entré dans les critères c'est rentré en fait dans les critères exigés par les plateformes. C'est ça, donc c'est opposable. Voilà, pour devenir commercialisable. Votre jeu doit être avec un système de classification PEGI, donc c'est un système d'information qui reste laissé à l'appréciation effectivement des parents pour ce qui est des mineurs et puis des jeunes, enfin des adultes ensuite par rapport à leurs propres pratiques et à leur consommation. Donc on a été effectivement précurseur, comme le disait Lévan, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on est extrêmement sensible à ces questions-là. Il ne faut pas imaginer que dans les studios de développement de jeux vidéo, tout le monde se contrefiche de la façon dont les jeux vidéo vont être reçus. Et d'ailleurs, il y a extrêmement peu de productions françaises qui prêtent à polémique, ou qui sont montrées du doigt de par leur caractère, on va dire, inadapté. Donc le système fonctionne bien. Le système fonctionne bien. Après. Alors, je ne parlais pas beaucoup de la violence qu'il y a dans le jeu vidéo, mais par exemple sur le temps, le temps d'écran et. Alors il y a des limitations de temps de jeu. C'est quand même tous les jeux sont un petit peu addictifs. Et vous savez bien que les enfants, dès qu'ils s'y mettent dessus, pour peu qu'ils soient sans surveillance des parents, ils y passent leur mercredi entier, ou leur week-end entier, ou leur nuit, si on ne coupe pas, voilà. Donc, comment on pourrait imaginer quand même un autocontrôle du temps passé dessus? Je crois que vous l'avez évoqué, il y a d'abord une vraie information à faire auprès des parents, et même de façon plus générale auprès de nos concitoyens. On est tous effectivement tentés d'être plus sur nos téléphones portables qu'ailleurs, ou sur nos réseaux sociaux, ou X ou Y. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir par rapport à ce mode de consommation. Donc ça dépasse simplement le cadre du jeu vidéo. Je crois qu'on parle vraiment du rapport aux écrans. Donc il y a, je pense, effectivement une question de sensibilisation à faire à grande échelle sur ces questions-là. En ce qui concerne le jeu vidéo, il y a un élément important, c'est que l'ensemble des appareils qui permettent de jouer aux jeux vidéo sont dotés d'outils de limitation du temps de jeu. Et en plus de cela, que vous pouvez paramétrer, en plus de cela, vous pouvez également paramétrer, lorsque vous avez accès à Internet, votre box, pour que la connexion Internet s'arrête. Donc ça, ce sont des choses qui se font de façon extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très importantes pour le comprendre. Et puis, je dirais enfin, il y a un élément qui me semble extrêmement important, c'est que certains éditeurs de jeux ont mis en place des informations qui permettent d'interpeller le joueur quand effectivement il a passé trop de temps devant son écran, de façon à lui dire qu'il serait peut-être préférable pour lui de se déconnecter et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une vraie sensibilité, il y a une vraie responsabilité de la part des professionnels de jeux vidéo sur ces questions-là. Après, pour être très sincère, nous ne pouvons pas être derrière chacun des parents. Qui plus est, lorsque les parents se débarrassent, entre guillemets, de leur rôle de parents en confiant leurs enfants à ces outils. Voilà, donc malheureusement... Comme la télévision du reste. Oui, comme tous les écrans. Et je dirais que ça dépasse notre propre capacité à agir vis-à-vis des consommateurs. Et puis c'est vrai qu'après se superpose aussi un autre problème qui est relativement nouveau, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un discours qui soit audible quand il est rationnel et nuancé. Peut-être surtout ces dernières années, je ne sais pas. Sur les jeux vidéo, par exemple, c'est vrai qu'il y a des choses de bon sens. Laisser effectivement un enfant de 4 ans sur un ordinateur ou derrière une télévision quand on va faire ses courses,
paraît quelque chose d'absolument invraisemblable, en tout cas pour nous tous qui sommes là. Mais l'excès contraire, qui consiste à dire, voilà, j'ai lu dans un quotidien de grande envergure que les professionnels de santé déconseillaient tout écran avant 6 ans. 3 ans. Enfin, je dis non, mais j'ai lu, c'est pas forcément, effectivement, enfin, il y a peut-être une étude qui disait aussi, attention quand même, entre 3 et 6 ans, enfin, j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu 2 études de grande importance, avec des cohortes assez importantes sur les enfants de moins de 4 ans. L'une qui concluait effectivement qu'il fallait faire attention aux écrans parce qu'il y avait tel et tel symptôme. L'autre qui concluait qu'il n'y avait pas tellement de pour moins de 4 ans, même pas 6 ans, qu'il n'y avait pas tellement de liens, et inutile de dire que c'est surtout sur la première que les journalistes ont fait leur miel. Donc il faut aussi faire attention au risque de panique morale qui est parfois contre-productive. Par exemple, je trouve que moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin, j'ai un fils qui vient d'avoir 6 ans. Il savait que ce serait dommage de ne pas jouer un petit peu avec lui, en l'occurrence à Minecraft par exemple, évidemment de façon contrôlée. Évidemment, pas le laisser seul derrière un ordinateur. Moi, je pense qu'avant 10 ans, même, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais quand on a 5 ans, 6 ans, c'est quelque chose qui permet de créer du lien entre les parents et l'enfant, d'éveiller aussi une stimulation intellectuelle qui est extrêmement importante à cet âge-là. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de bienfaits, beaucoup de psychologues le disent, il y a beaucoup de bienfaits du jeu vidéo, dont il serait dommage de se passer, juste parce qu'on communique, parce qu'on juge qu'on ne peut communiquer que de façon négative et interdictive, en disant voilà, pas de choses avant tel âge, alors qu'on sait très bien que les rythmes éducatifs et les rythmes d'éveil intellectuel des enfants sont très différents. Donc voilà, c'est un outil de plus, le jeu vidéo, dans une pédagogie même qui peut être éducative. Les jeux, et d'ailleurs on a en France des studios qui sont spécialisés dans les jeux vidéo éducatifs. Alors, par exemple, d'aspiration Montessori ou pas, des choses qui sont vraiment très intéressantes. Mais voilà, ce serait dommage de ne pas être nuancé vis-à-vis de ça. Et à mon avis, il y a beaucoup plus de nuances à apporter avec le jeu vidéo qu'avec, par exemple, la télévision. Moi, la vertu éducative de la télévision, bon, ça me paraît extrêmement limité, même les dessins animés qui pouvaient. Alors que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de stimulation intellectuelle possible. Voilà, donc voilà. Et si on est nuancé, de ne pas pathologiser tous nos comportements, comme on dit, voilà, aujourd'hui on est addict, c'est le mot qui est un petit peu à la mode, on dit maintenant je suis addict à mon portable parce que je regarde toutes les 5 minutes. Si c'est le cas, si c'est toutes les 5 minutes, c'est peut-être effectivement un problème. Mais parler, utiliser des mots qui ont un double sens à la fois trivial et médical pour parler de quelque chose, c'est quelque chose qui est évidemment nuisible, à mon avis, qui nuit à l'intérêt des personnes concernées notamment. Okay. Moi je voudrais, s'il vous plaît, clôturer pour une dernière question qui est un peu ma question extrêmement sensuelle, je suis extrêmement sensible, c'est la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo. Le baromètre reprend aussi les chiffres. On voit qu'aujourd'hui, il reste malheureusement faible. Et voilà, je voudrais avoir votre vision là-dessus et notamment les actions qui sont mises en œuvre pour essayer d'améliorer. En tout cas, effectivement, une chose, c'est vrai que le baromètre, il est avant pour donner des chiffres, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai qu'on a reçu, on a eu des coups de fil quand on a commencé à mettre ce chiffre de la place des femmes dans les studios, pas uniquement dans les studios d'ailleurs. Si on évaluait ça aux éditeurs, aux fonctions marketing, etc., là, effectivement, on montrait un petit peu. On a voulu communiquer sur ce chiffre, et donc on a eu des coups de fil, ils nous ont dit pourquoi vous mettez ce chiffre, il n'est pas bon, 14%, bon, mais il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut avoir des chiffres précis, y compris quand ils ne sont pas excellents. Après, il faut bien voir que ce chiffre est en augmentation continue. Sur les 3 derniers baromètres, effectivement, il monte. Voilà. Et j'espère qu'il sera... Enfin, il est là, on remarque d'ailleurs, moi je constate, j'espère que ça sera confirmé par le baromètre, qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a de plus en plus d'embauches de femmes, notamment de jeunes femmes, dans nos secteurs. Alors, un petit caveat aussi sur ce chiffre, c'est vrai que là, donc, on parle de professions qui sont très souvent très techniques. Quand on regarde dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de jeux vidéo, le pourcentage de jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes, eh bien on est à peu près sur les mêmes taux. Donc, quelque part, il n'y a pas de miracle. On a un petit peu en sortie ce qu'on avait en entrée. Si je peux permettre de parler des... Mais ça veut dire qu'il faut travailler pour qu'en entrée, il y ait beaucoup plus de jeunes filles, en fait. Il y a un enjeu, effectivement, par rapport à ça. D'abord parce que les équipes avec une vraie mixité sont des équipes beaucoup plus intéressantes en termes de production, en termes de rapport aux autres, en termes d'ouverture d'esprit. Donc le sujet n'est même pas là. La difficulté, c'est que historiquement, le jeu vidéo est un média non seulement générationnel, mais hyper masculin, avec des références et des codes qui renvoient effectivement plutôt à ces univers-là. Donc la question qui s'est posée
d'avoir un peu plus de mixité. Elle se pose encore plus aujourd'hui parce que dans les fonctions effectivement technologiques, on a énormément de besoins de recrutement. Et donc si les jeunes filles s'intéressaient à ces fonctions techniques dès le plus jeune âge, on aurait effectivement mathématiquement beaucoup plus d'ingénieurs, par exemple, ou de fonctions techniques formés en France. Donc il y a un enjeu qui dépasse aussi encore une fois le jeu vidéo, c'est celui globalement des métiers du numérique, c'est d'avoir plus de femmes dans les fonctions techniques. D'ailleurs, vous le voyez dans le baromètre, quand on pose un tout petit peu le chiffre, on voit qu'effectivement, c'est dans les fonctions techniques qu'on a aujourd'hui le moins de salariés féminins. Donc il y a cette nécessité-là. Donc il y a une vraie prise de conscience de la part des dirigeants et puis même des professionnels de façon globale dans l'industrie. On est très sensible au niveau des événements qu'on organise, à ce qu'il y ait une mixité dans nos intervenants et intervenantes, dans les équipes et dans toutes les strates finalement de nos organisations, également organisations professionnelles. Nous-mêmes au SNJV, on est attentif à ce sujet-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que évidemment, quand on constate le chiffre, après, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc d'abord, il y a un vrai travail de communication à avoir dès le collège, par exemple. On peut signaler à cet égard une très belle initiative qui a été montée par une association justement en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Bordeaux Games, une initiative qui s'appelle START, qui vise à sensibiliser l'ensemble des élèves de collège, de 3e, qui ont besoin de faire des stages en entreprise justement, à ces métiers du jeu vidéo, à faire découvrir cet univers. Ça a extrêmement bien marché et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer au niveau national en allant toucher l'ensemble des élèves de classe, de collège, de 3e, pour leur parler vraiment du jeu vidéo, de toute la diversité des métiers qu'ils et elles peuvent retrouver. Donc ça, c'est une belle initiative par exemple. Après, on s'associera à toutes les initiatives gouvernementales aussi pour plus de mixité dans le domaine de la formation initiale et dans le domaine du numérique. Et puis, on a la chance d'avoir une association qui est ultra dynamique, que vous avez, je crois, reçue en audition aussi. C'est la première audition, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà, Women in Game, dont nous avons aidé à la création il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui est extrêmement dynamique. On participe à ces activités. Pour vous donner un exemple, on a financé le voyage de 3 jeunes développeuses à la prochaine Game Developer Conference à San Francisco en mars, pour leur permettre d'accéder à cet univers professionnel, de rencontrer leurs homologues, de nouer aussi des relations avec des éditeurs potentiels sur leur jeu. Donc on a ce type d'action, donc on participe, on collabore avec Women in Games sur un certain nombre de sujets qui vont même jusqu'à des sujets assez impliquants. Il y a par exemple en ce moment un projet de formation sur les biais inconscients, qui sont les biais que peuvent avoir les recruteurs, les managers, par exemple, tout au long de leur vie professionnelle, vis-à-vis des femmes dans leurs entreprises. Et donc d'essayer de lutter contre parfois des réflexes que peuvent avoir certains hommes vis-à-vis des femmes. Et donc c'est créer des formations justement pour éveiller les consciences et éviter justement que nos milieux professionnels ne soient pas attractifs pour ces jeunes femmes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Et je dois dire que là, pour le coup, vous parliez des indépendants tout à l'heure, la scène indépendante est extrêmement mobilisée et motivée sur ces questions-là. Donc c'est plutôt très favorable et on espère effectivement que les chiffres vont rapidement prendre une tangente extrêmement positive, même si effectivement depuis quelques années c'est un chiffre qui est en croissance. Mais on espère que ça sera beaucoup plus important dans les années qui viennent. C'est vrai que les taux aujourd'hui de féminisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans le jeu vidéo, sont ceux du numérique. Il ne faut pas décorer l'un à l'autre. Et dans cet acte-là, vous parlez de Women Game qui appartient à l'entité Femmat Numérique qui justement essaie aussi de travailler à promouvoir auprès des plus jeunes, parce que je pense qu'en effet c'est là qu'il faut faire le travail, même pas une sensibilisation, mais permettre aux jeunes filles de connaître l'industrie du numérique et l'industrie du jeu vidéo qui en fait partie. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour les débats. Je crois qu'on a dépassé très, très légèrement de 20 minutes le temps qui nous était imparti. Voilà, je vous remercie le SNJV pour la remise du baromètre qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Et puis on sera bien sûr disponible dès l'année prochaine avec le nouveau baromètre pour voir toutes les évolutions et continuer à échanger avec vous sur l'avenir du jeu vidéo en France. Merci. Merci beaucoup.